Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième cours de philosophie générale consacré à la notion de langage et également dans cette première vidéo audio où j'utilise un micro. Normalement, le son devrait davantage caresser vos oreilles et vous devriez en être satisfait. Bon, sinon, à part ça, revenons à des choses philosophiques et essentielles. La dernière fois, j'ai développé la théorie hegelienne du langage, qui est très intéressante, je trouve, du fait de son aspect radical. En effet, on a vu que Hegel critiquait la dimension symbolique pouvant apparaître dans le langage, car il estimait que le langage, en tant que système de signes, est constitutif de la pensée et demeure une structure par laquelle celle-ci se développe tout en s'extériorisant dans la parole. De fait, il n'y aurait pas de place pour un en-deçà de la pensée, pour une sorte d'inconscient qui présiderait à ce que nous allons exprimer ensuite en choisissant des mots pour illustrer ce qui nous apparaît à la conscience. Choisir des mots et constituer des phrases est donc indissociable de la pensée même pour Hegel, mais celui-ci reconnaissait tout de même que la maladresse de l'interlocuteur pouvait lui empêcher de viser la signification souhaitée initialement par le recours à la parole. Un décalage est donc possible entre ce que j'exprime et ce que je pense, ou même ce que je pense penser mais ne parviens pas à exprimer. On en était venu, par conséquent, à s'interroger sur la possibilité d'une antériorité de la pensée par rapport à la parole. Loin d'être entièrement constitutif de la pensée, la parole est de façon générale le langage en tant que système de signes renvoyant à un contenu de sens, ne serait que des artifices intervenant dans un deuxième temps pour illustrer la pensée, mais cette illustration pourrait ne pas être conforme ou adéquate à ce qu'elle vise. En effet, loin d'être entièrement constitutive de la pensée, il est possible que la parole manque son but initial, qui est d'exprimer de manière pleine, entière et authentique la pensée. Cette idée est défendue par un philosophe que nous avons déjà abordé quelques fois et qui se nomme Bergson. Bergson, qui est un philosophe contemporain bien de chez nous, qui a connu le succès à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Quand je dis contemporain, je veux dire contemporain du point de vue de l'histoire des idées. Évidemment, il est mort il y a un bon moment quand même. Donc, sa pensée métaphysique, on peut dire qu'elle est réellement non hegelienne, voire anti-hegelienne, si on l'examine un minimum dans le détail. En effet, Bergson fait du problème de l'indicible quelque chose de fondamental dans sa théorie de la connaissance, et plus précisément dans sa théorie du langage. A l'inverse de Hegel, Bergson pense précisément que ce qu'il y a de plus réel et de plus profond ne se prête pas à une extériorisation, mais au contraire, subsiste en nous sur le mode de la durée. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo où je traite l'inconscient chez Bergson, mais en gros, il subsiste une profondeur de notre propre personnalité et de notre pensée qui dure à travers le temps de manière intime. On sent le temps passer au-dedans de nous-mêmes et on sent celui-ci s'écouler. Et c'est dans cette durée intime que se constitue notre personnalité profonde qui subsiste. Mais cette personnalité profonde n'apparaît pas en surface, ou plutôt, elle apparaît très rarement de façon furtive à l'occasion de certains événements importants. Je vous renvoie à ma vidéo où j'explique ce point dans le détail, c'est pas le sujet de cette vidéo-là. Je fais toutefois ce rappel parce que sinon on comprend pas pourquoi Bergson pense que le langage rate nécessairement l'exactitude de la pensée. Lorsque l'on dit quelque chose pour Bergson, on veut le dire, mais on n'y parvient jamais de manière exacte. L'extrait où Bergson développe cette théorie du langage est présente dans La pensée et le mouvant, dans la deuxième partie de l'introduction intitulée Conversation et philosophie. C'est un passage assez compliqué, mais je vais le lire et ensuite je ferai quelques rappels salutaires sur sa terminologie conceptuelle, histoire qu'on comprenne ce qu'il raconte. Donc je cite, les choses que le langage décrit ont été découpées dans le réel par la perception humaine en vue du travail humain. Les propriétés qu'il signale sont les appels de la chose à une activité humaine.
Le mot sera donc le même quand la démarche suggérée sera la même, et notre esprit attribuera à des choses diverses la même propriété, se les représentera de la même manière, les groupera enfin sous la même idée, partout où la suggestion du même parti attiré, de la même action à faire, suscitera le même mot. Telles sont les origines du mot et de l'idée. L'un et l'autre ont sans doute évolué, ils ne sont plus aussi grossièrement utilitaires, ils restent utilitaires cependant. La pensée sociale ne peut pas ne pas conserver sa structure originelle. Est-ce intelligence ou intuition? Je veux bien que l'intuition y fasse filtrer sa lumière. Il n'y a pas de pensée sans esprit de finesse. Et l'esprit de finesse est le reflet de l'intuition dans l'intelligence. Je veux bien aussi que cette part si modique d'intuition se soit élargie, qu'elle ait donné naissance à la poésie, à la prose et converti en instrument d'art les mots qui n'étaient d'abord que des signaux. Fin de citation. Dans un premier temps du texte, on constate que Bergson fait correspondre la matière de la perception et celle du langage. Quand Bergson dit que les choses ont été découpées par la perception, il utilise une métaphore car Bergson pense justement, à l'inverse de ce que l'on a vu avec Hegel la fois précédente, que c'est par le langage imagé que l'on peut au mieux atteindre une certaine vérité. Hein, c'est évident que nos yeux ne balancent pas des rayons laser qui vont découper les objets. Hein, quand il parle de découpage de la perception, vous remarquerez que c'est une image, hein, évidemment. Donc c'est conforme à son trait méthodologique qui revient à faire valoir en priorité l'image par rapport au concept. Mais bon, je vais développer ce point-là ensuite. Dire que c'est en vue de l'activité humaine que notre perception a découpé le réel revient à dire que la façon dont nous percevons notre quotidien est structurée en fonction de l'usage que l'on fait des choses. Idée pas très éloignée de celle de quotidienneté chez Husserl d'ailleurs. En gros, pour agir, j'ai besoin de repères. Ces repères sont structurés en fonction de ma perception, qui se veut utilitaire et qui me fait apparaître les choses qui m'entourent selon un certain usage. Le langage ne fait donc que désigner ces choses selon leur usage qui découle de leur propriété. Si par exemple je reçois quelqu'un chez moi et que je lui dis de s'asseoir, il comprendra aisément qu'il doit s'asseoir sur la chaise et pas par terre du fait que je lui montre une chaise. De toute façon, je fais jamais s'asseoir les gens par terre, je suis pas un horrible méchant. Je pourrais aussi faire des manières et lui dire prends une chaise. Dans tous les cas, le mot chaise est immédiatement lié à sa fonction. Un objet constitué de 4 pieds, d'un dossier et d'une surface pour s'asseoir. Ainsi, notre esprit va grouper les choses qui nous entourent selon des noms communs qui nient la singularité d'une chose par rapport à une autre. C'est la même idée que chez Hobbes, sauf que Bergson croit en la totale singularité de chaque être, et c'est celle-ci qui demeure substantielle. Aussi, les mots et les idées qui s'y rapportent sont purement utilitaires, car ils résultent d'une perception pragmatique du réel, de leur regroupement en termes de propriété qui donne lieu à des fonctions, et c'est cette mise en commun qui a lieu ensuite par le langage et l'émergence des mots et des noms communs. Ils sont utiles pour communiquer, pour nous entendre sur ce dont nous parlons, mais de fait, il manque la singularité profonde des choses nommées. La pensée sociale dont parle ici Bergson ne peut pas mettre à distance son origine utilitaire, car le langage est originellement lié au besoin, celui de pouvoir communiquer et de s'organiser en société, bien que le langage ait évolué vers davantage de sophistication et puisse porter sur autre chose que des éléments de la vie courante. Il parle de pensée sociale parce que c'est une pensée qui est destinée à être partagée à autrui, et dans ce cas-là, on n'a pas trop le choix, on va recourir à un vocabulaire abstrait qu'on va tous employer, vous voyez, une chaise, une table, etc. Donc c'est dans un dernier moment du texte, justement, que Bergson refait jouer une distinction conceptuelle fondamentale et centrale dans sa philosophie, celle entre intelligence et intuition. Il le fait à l'aide d'une fausse alternative que l'on pourrait considérer comme rhétorique si on est déjà un peu familiarisé avec sa pensée. En effet, on se doute bien que la fonction sociale et utilitaire du langage qui ne disparaît jamais totalement est liée à la faculté,
non pas de l'intuition mais de l'intelligence. Pour rappel, l'intelligence est la faculté de spatialisation, d'organisation des différents éléments de la réalité en espace. Elle est la faculté par laquelle nous pouvons effectuer des mesures et instaurer des comparaisons en termes de grandeur, mais aussi et surtout, en tant qu'elle s'applique non pas simplement à la perception mais au langage, une faculté d'abstraction qui permet de développer des catégories sous lesquelles les particularités de chaque être sont rangées sous des noms communs qui vont servir à communiquer à propos des choses. Donc on peut dire que justement les mots résultent aussi de ce découpage et de cette spatialisation de l'intelligence, puisque les mots sont comme des étiquettes à travers lesquelles on va penser le réel, mais on le pensera toujours de manière inadéquate, puisqu'on parle du singulier à travers le général. Vous voyez, donc pour Bergson, il y a déjà une incompatibilité initialement entre la singularité du réel, qui est composé uniquement d'êtres singuliers, et le caractère général des noms. A l'inverse, notre intuition sert à saisir de façon immédiate et désintéressée notre propre personne en profondeur lorsque nous prenons le temps de pratiquer une certaine introspection et que nous nous montrons réceptifs au rythme de la vie qui s'écoule en nous selon la durée. La durée, qui est un mode d'écoulement temporel, vécu intimement, est celui dans lequel notre propre personnalité demeure à travers le temps. Cela peut paraître obscur, mais bon, c'est Bergson en même temps. Mais en gros, ce que veut dire Bergson est simple. Chaque chose désignée par le langage est singulière et niée dans sa singularité par les catégories générales élaborées par notre intelligence. Toutefois, notre intuition, dès lors que nous arrêtons de poursuivre nos besoins vitaux, nos intérêts qui rythment notre train-train quotidien, nos besoins rudimentaires et que nous prenons le temps de nous écouter nous-mêmes en pratiquant par exemple la méditation, eh bien ça nous donne accès à l'essence des choses, l'essence d'une chose, et c'est ça l'originalité principale de la métaphysique bergsonienne je trouve. Eh ben justement c'est sa singularité, vous voyez, c'est pas son caractère universel, c'est sa singularité. Et cette singularité, je n'ai pas besoin de la saisir quand je suis pris dans mon train-train quotidien. Si j'ai un peu de temps avant d'aller faire cours au lycée, je peux rester planté devant un arbre qui est juste devant l'établissement et par un regard désintéressé digne d'un artiste, entrer en communion avec sa singularité par intuition et provoquer par là même l'hilarité de mes élèves qui se diront que décidément le prof de philo il est trop perché. Pour ce qui concerne le langage, et c'est le dernier moment du texte, on peut dire qu'il y a un usage du langage qui rate complètement la singularité des choses. C'est celui qui s'appuie sur la seule intelligence, qui se contente de désigner les choses à partir de catégories utilitaires et de façon froide, et aussi, c'est la critique que fait indirectement Bergson de la philosophie hegelienne, d'élaborer des concepts et des idées qui ne s'appuient sur aucune intuition finalement. Des concepts qui demeurent éclairés par aucune intuition de l'indicible et du mystère qui s'y rattache. Pour Bergson, Hegel a construit un système gigantesque, c'est un formidable produit de l'intelligence humaine, mais c'est obscur et sans âme car l'intuition n'a pas servi de fondement aux idées de Hegel. Il n'a pas pris le temps de comprendre que c'est au-dedans de nous-mêmes que l'on peut ressentir une infime variation dans notre manière de ressentir ou de vivre les événements, et que c'est là-dessus que l'on peut construire une métaphysique authentique. En passant, ce trait méthodologique n'est pas entièrement neuf et original, mais j'y reviendrai sans doute dans une autre vidéo. Bref, dire les choses de façon aussi exacte et authentique que possible, ce n'est pas pour Bergson recourir à des concepts vides et abstraits, la raison, l'esprit, etc., mais à des images, à des métaphores qui vont vouloir dire ce qui ne peut se dire de façon singulière et précise. Le mot rate toujours la richesse et la profondeur de la pensée. Celle-ci, d'après Bergson, ne peut qu'être suggérée par le biais d'un langage imagé, par un biais allégorique. Parce que l'image, en fait, elle suggère. Si on recourt à un vocabulaire imagé, si on recourt à un discours qui est davantage poétique, eh bien l'autre, il va avoir des images qui vont lui venir en tête. À la fin du texte que j'ai cité, lorsque Bergson utilise le concept pascalien d'esprit de finesse, qu'il fait sien, il veut dire par là que l'on ne fait preuve de finesse que si les mots qui sont des produits de l'intelligence
sont éclairés par l'intuition, qui va nous permettre de les associer de façon à générer en nous des images qui vont évoquer avec plus d'exactitude ce que l'on peut dire. Dire les choses dans leur singularité revient donc à les représenter, à les signifier. Par exemple, dans le texte, Bergson parle de découpage au sujet du rôle de la perception. Dans un autre texte bien connu issu de son ouvrage Le Rire, il utilise le terme de bourdonnement ininterrompu à propos de la vie intérieure, ce qui nous fait immédiatement penser à un flux continu de vibrations diverses. C'est pour ça que Bergson est aussi dur à saisir et peut paraître aussi fleur bleue à bien des égards d'ailleurs. C'est parce qu'il essaie de parler d'un truc que lui seul pense avoir saisi et compris, et ce truc-là est indicible. Mais il y a des exemples concrets qui permettent de prendre au sérieux la théorie de Bergson et d'éviter de considérer ça comme de la simple fumisterie. Par exemple, si un ami me dit qu'il est en souffrance ou en dépression, je peux me représenter abstraitement la souffrance de mon ami, je peux même convoquer ma propre expérience personnelle pour essayer de comprendre la sienne en faisant fonctionner ma mémoire, mais à l'arrivée, nos deux vécus ne sont pas interchangeables. Je ne parviendrai pas à épouser avec exactitude le point de vue infiniment singulier et incommunicable de mon ami. Nos expériences sont des expériences singulières, d'individus singuliers, et les mots manquent pour exprimer ce qu'il y a de si singulier et d'incommunicable dans le cas d'un quelconque sentiment de mon ami ou de moi. Et pour reprendre l'argument de Bergson à propos du langage imagé, même si c'est cuculapraline, si mon ami me dit «Ah, depuis que cette fille m'a quitté, j'ai le cœur qui est brisé en 1000 morceaux». Bon, vous voyez, là, il recourt à une image. On se doute bien que son cœur n'est pas véritablement brisé en 1000 morceaux, sinon il serait crevé. Bon, hein, il est toujours bien là, hein, il bat, et malheureusement, ça lui permet de dire des âneries. Mais en tout cas, on a l'image d'une brisure, vous voyez, donc ça évoque la déchirure et le désespoir qu'il ressent en s'étant fait larguer. Bon, voilà. Donc il y a une supériorité de l'image dès qu'il s'agit de dire les choses pour Bergson. Néanmoins, donc l'image évoquée dans une prose ou un langage poétique, qui semble à l'heure actuelle en totale voie d'extinction d'ailleurs, peut représenter la singularité de sentiments vécus ou illustrer des idées qui paraîtraient abstraites et vides sans cela, mais dire quelque chose par un biais allégorique ne permet pas pour autant de l'exprimer de manière totalement adéquate. Il faut pas croire que Bergson a trouvé la solution et en fait, si vous voulez, c'est un peu mieux que rien, mais c'est pas ça pourra jamais de toute façon représenter de manière totalement adéquate ce qu'il y a en profondeur dans notre pensée, dans notre vécu, ou même la singularité du réel perçu. En effet, notre pensée reste d'une profondeur et d'une richesse inépuisables et ne peut s'exprimer adéquatement par le biais du général. Des mots que nous utilisons tous pour renvoyer à des lieux communs. Ainsi, dire n'est pas autre chose que vouloir dire pour Bergson, car nous voulons exprimer ce que nous ressentons, mais cette expression est toujours infidèle à ce que nous ressentons ou percevons, et cette infidélité est même nécessaire, sinon, si on passait son temps à s'exprimer en poésie ou même à chercher à chaque fois de nouveaux mots, on s'en sortirait pas. Il y a le moyen de le faire en se montrant poétique, mais il s'agit d'un degré supérieur d'exactitude qui signifie la chose de façon plus authentique sans parvenir pour autant à l'exprimer avec exactitude. On peut donc se demander si précisément le langage n'a pas principalement une fonction sociale liée à la communication utilitaire à défaut de pouvoir parvenir à atteindre avec une précision absolue ce à quoi il renvoie. Faut-il en déduire que l'usage que nous faisons du langage dépend d'un contexte et d'une fonction que nous décidons initialement de lui attribuer et qu'il n'y a pas à proprement parler un usage du langage qui vaille mieux ou moins qu'un autre. C'est ce que nous aborderons prochainement en abordant un auteur incontournable en philosophie linguistique que certains abonnés m'ont par ailleurs réclamé. C'était prévu, ne vous inquiétez pas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ma qualité de son actuelle vous séduit davantage. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt.